on a une année chargée pour les annonceurs en termes de transformation. À la fois, on va en parler, la programmatique, la logique vraiment et la nécessité de groupement pour essayer de faire avancer les choses. Mais tout d'abord, pour démarrer, comment l'UDA pousse en gros le concept de transformation pour aider justement ces marques à se développer à la fois à l'international dans un contexte de mondialisation et en même temps réussir leur transformation? Je crois que nous essayons simplement avec nos groupes de travail, nos commissions, d'anticiper les tendances. Et au niveau des marques annonceurs, en 2014, nous avons deux grandes tendances. La première grande tendance, c'est l'évolution du marketing, de la fonction marketing. Certains parlent même de révolution marketing. La révolution marketing, c'est un résultat du numérique à 100%. Pour être très clair, aujourd'hui, c'est par les canaux numériques que le consommateur de base de chacune de nos marques fait son opinion sur le produit. L'orientation produit se fait par le numérique. On parle de repos, bien entendu. On parle de comparateurs de prix. On parle d'autres techniques qui sont développées depuis une demi-douzaine d'années. Le numérique fait l'opinion produit. La deuxième évolution, c'est bien entendu l'évolution symétrique de la relation client. Il y a de plus en plus d'achats en ligne. Pour certains secteurs de nos annonceurs, c'est même le canal dominant, pour ne pas dire prédominant. Et puis les conversations, on en a parlé tout de suite et un peu ce matin sur les réseaux sociaux, multiplient les points de contact. Et des points de contact, ça se gère, ça s'entretient, ça se développe. Il y a donc des opportunités par rapport à ces deux tendances qui sont très intéressantes pour les annonceurs. C'est le développement des expériences clients, le développement de nouvelles offres de produits et de services, et enfin, l'optimisation marketing. Alors très rapidement, parce qu'il faut que je me minute. Les consommateurs demandent maintenant, selon les différents canaux, une circulation à peu près fluide. C'est-à-dire, vous pouvez passer du offline au online sans qu'il y ait un problème de référencement, de catalogue, d'existence d'une référence ou pas d'un canal versus l'autre. Quelque chose de très fluide. Ça veut dire, bien entendu, que parallèlement à ça, en tant que patron média, quelque part, dans les fonctions marketing, vous devez en tirer les conséquences. Les conséquences, c'est quoi? C'est le réarbitrage de vos investissements publicitaires vers les canaux numériques. Donc nous avons, paraît-il, selon les derniers indices SRI, PwC, quelques retards. Ben, je crois qu'il faut l'accélérer, le dire clairement. Et je pense que nos amis du SRI sont dans la salle, donc ils apprécieront. Mais ça veut dire qu'effectivement, derrière, pour les annonceurs, c'est une optimisation qui est possible, puisque selon une récente étude McKinsey qui est sortie en décembre dernier, quand vous ciblez bien vos pubs et quand vous calculez votre ROI, vous pouvez multiplier ce ROI par 4. Donc ça veut dire qu'il y a des gisements de productivité, des gisements d'impact sur le PNL pour les annonceurs. Ensuite, bien entendu, développer des canaux numériques performants, ça permet de faire des ventes directes et donc de dépasser certains débats distributeurs-fabricants. Ça permet aussi de renforcer par la qualification des bases de données la valeur ajoutée fondamentale des marques, c'est-à-dire ce qui existe dans nos fichiers de CRM. Ça, c'est le premier grand développement, c'est le développement effectivement de la relation client. Le développement de nouveaux produits, ben, c'est clair, c'est que derrière les produits maintenant, vous pouvez développer des services grâce au numérique, c'est-à-dire ne pas seulement être un fabricant de yaourts, mais être présent dans l'échelle nutritive de la recherche que peuvent avoir l'aménageur de moins 50 ans ou le cadre geek âgé, peu importe. Derrière, ça veut dire la personnalisation des produits, y compris dans l'agroalimentaire, et ça peut même aller jusqu'à la co-création des produits pour éviter tout un fatras lourd antérieur d'études, de tests, de quali. Et je pense que l'incidence de la data va certainement réorienter un marché des études en Europe qui est quelque peu, à mon avis, à révolutionner lui aussi. Troisième, bien entendu, développement, c'est le développement de la gestion marketing. Et là, c'est clair que l'arrivée de la data permet d'optimiser tous les points de gestion. Et pour la faire courte, je reprends l'étude McKinsey qui a été présentée pour le MEDEF. C'est 3 orientations que je vous ai données. Développement de la relation client, développement d'offres et de produits numériques et optimisation marketing. Ça peut, selon les lignes de produits, représenter entre 25 à
35% d'EBIT, je vais parler français, de résultats d'exploitation en plus. C'est énorme. Pour être tout à fait honnête, la même étude McKinsey cerne quelques autres opportunités, mais aussi quelques menaces. J'en parlerai pas aujourd'hui. J'étais trop long déjà. Non, non. J'avais une dernière question. Il y a comment la logique de groupement, l'idée de se mettre un peu tous autour de la table, peut permettre de générer plus d'intelligence collective pour affronter, je dirais, ces bouleversements, mais tout simplement cette transformation. Très simplement, à l'UDA, nous sommes effectivement un groupement intersectoriel. C'est-à-dire que chez nous, une banque peut rencontrer un distributeur peut rencontrer un opérateur de télécom, un opérateur de télécom peut rencontrer un laboratoire pharmaceutique. Et puis à l'intérieur de, je dirais, de ce transsectoriel, de cet intersectoriel que nous représentons, vous avez aussi bien le CMO, le directeur marketing com, qu'éventuellement un CEO, un patron opérationnel qui lui regardera son PNM bottom line comme je l'ai fait tout à l'heure, un directeur juridique, un responsable du digital, un data officer, etc. Et c'est ce brassage finalement, cette diversité de secteurs et de fonctions qui nous permet finalement d'appréhender avec des points de vue très différents les uns des autres les problématiques du digital et d'être une force de proposition. C'est l'union fait la force, c'est le bon vieux truc des syndicats il y a de ça quelques siècles. Super. Ça existe aussi à l'ère du digital. Cool. Pour conclure, l'agenda de l'UDA, c'est quoi sur 2015 ? Je crois qu'on va être très axé sur le programmatique. Alors le programmatique, petit bout de la lorgnette, c'est effectivement soit la boîte noire dans laquelle effectivement on aura quelques tendances, nous-mêmes annonceurs, à développer nos propres DMP, DSP, et autrement dit, on passera à une désintermédiation du marché publicitaire par rapport aux agences, soit on arrivera au contraire à renouveler un contrat de confiance avec les agences, ce que je souhaite personnellement. Bien entendu, ce sera la question fondamentale qui a été lancée par le Premier ministre samedi dernier sur donc, la future loi sur le numérique, avec le problème central pour nous, marque annonceur, de la propriété, je souligne propriété, parce que pour l'instant le terme est plutôt écarté, et la gestion des données. On peut se poser aussi la question, bien entendu, de tout le problème GAFA au niveau mondial. Et là-dessus, ce n'est pas la France qui répondra, mais c'est l'Europe et Andrew Ansip le 4 et le 5 décembre prochain. GAFA, ça... Google, Apple, voilà. Facebook, Amazon. Pardon, excusez-moi pour l'acronyme. Merci Vincent. Okay. Et puis, bien entendu, derrière, on aura à régler tous les problèmes technologiques dont je parlais tout à l'heure, de branchement DSP, DSP et ce qu'on fait avec nos amis partenaires des agences. Voilà, ça fait déjà un beau petit menu. Merci beaucoup. Et merci du soutien de l'UDA. Voilà.